Certains films laissent une empreinte. Là-dedans. C'est ce qui fait que des années après le visionnage, on peut s'en souvenir en se disant « Ce film m'a fait peur. Ce film m'a fait rire. Ce film était une purge. » Et quand on le revoit après une longue période, quand tout ce qu'il nous reste, ce ne sont que de vagues souvenirs, on peut se rendre compte que oui, ce film était effrayant, mais il était aussi très touchant. Que ce film n'était pas si drôle, il y avait aussi une ou deux scènes déchirantes. Ou que ce film était encore plus nul que ce que je pensais, et que je remercie ma mémoire d'avoir viré autant de séquences aussi affligeantes de mon esprit. Bon, j'en fais peut-être un peu trop avec ce film, Sixième Sens n'était pas si effrayant que ça. Et il y a une raison très simple à ça. Très souvent, un film ne laissera qu'une tonalité particulière dans notre esprit. Une couleur, comme une idée générale. C'est ce qui fait qu'on sait très vite vers quel film se tourner quand on a besoin de rire, de pleurer, d'avoir peur. Bref, si je vous parle de tout ça, c'est que récemment j'ai eu envie de me plonger dans une œuvre joyeuse et musicale. J'ai donc eu l'idée de regarder The Rocky Horror Picture Show. Et je crois que j'ai besoin d'en parler. Alors, bienvenue dans l'émission qui aime autant les films que leur support. Bienvenue des deux côtés de l'écran. Alors, The Rocky Horror Picture Show est une comédie musicale américaine sortie en 1975, réalisée par Jim Sharman. Elle a été adaptée de la comédie musicale sur scène appelée The Rocky Horror Show, écrite, composée et mise en scène par Richard O'Brien, l'interprète de Riff Raff sur scène et dans le film. C'est un des films emblématiques de la vague des Midnight Movies, des films ayant fait un gigantesque four dans les années 70, mais qui sont parvenus à connaître le succès, voire même pour certains d'entre eux, à atteindre un statut absolument culte. Sauf que dans le cas de The Rocky Horror Picture Show, le parcours est particulièrement chargé. Alors que le film commençait progressivement à trouver son public, il arrivait que des spectateurs criaient des répliques devant l'écran. C'est rapidement devenu une pratique courante, au point qu'une espèce de répertoire de répliques alternatives s'est mis en place. Bref, ça c'est que le début. Le public voit un culte toujours plus grand pour ce film, chaque séance pouvait tout simplement tourner au joyeux bordel. Et je parle au passé, mais rien n'a changé aujourd'hui. Absolument rien. Ne serait-ce qu'à Paris, au Studio Galande, le film est projeté 2 fois par semaine, avec une troupe qui rejoue les scènes devant l'écran, et le public qui est invité à venir déguisé. Mais, posons-nous 2 secondes. Ce film, qu'est-ce qu'il véhicule? Est-ce qu'il est si drôle? Si feel good? D'abord, de quoi ça parle? The Rocky Horror Picture Show raconte l'histoire de Janet et Brad, un jeune couple qui vient tout juste de se fiancer, et qui décide de partir sur les routes afin d'annoncer la nouvelle à leur ancien prof de fac où ils se sont rencontrés. Sauf que, en pleine nuit sur la route, ils crèvent et décident d'aller dans la maison la plus proche dans l'espoir de trouver un téléphone. Ils tombent alors sur toute une ribambelle de personnages. À savoir Riff Raff, le maître d'hôtel, Magenta, la soubrette, Columbia, la danseuse de claquettes, et le savant fou travesti Frankenfurter, incroyablement charismatique. Ce dernier décide d'ailleurs de montrer à ses invités improvisés sa toute dernière création, à savoir un être humain créé de toutes pièces par ses soins. Il s'appelle Rocky. Il est grand, fort et musclé, et il a pour seule raison d'être que de satisfaire les besoins sexuels de son créateur. Nos 2 héros influencés par leur hôte découvriront des plaisirs dont ils ignoraient tout, tant ils ont grandi dans un climat de puritanisme extrême. Du moins, on n'a pas trop de mal à l'imaginer vu la scène de demande en mariage en début de film. Voilà, maintenant que le cadre est posé, qu'est-ce que je peux dire du film? Eh bien... Ce film est fou, ce film est dingue, ce film va n'importe où et nulle part à la fois. Mais il y va merveilleusement bien. Je veux dire, d'un côté, le film est très léger parce que l'histoire est ce qu'elle est. À partir du moment où la quête de nos 2 héros, c'est d'aller retrouver leur vieux prof de fac pour lui annoncer qu'ils vont se marier, bon. Mais d'un autre côté, il est extrêmement dense. Entre toutes ces références au cinéma bis, que ce soit des mentions directes de King Kong, Le jour où la Terre s'arrêta, les films de Steve Reeves, les références à des films de monstres comme au monstre de Frankenstein avec le personnage de Rocky, ou même Dracula avec le professeur qui rappelle la figure de Van Helsing, des citations picturales aussi avec des reproductions de la Joconde dans la maison de Frankenfurter, ou même ce tableau-là dans le livre du narrateur, qui est en fait une photo. D'ailleurs là, c'est Richard O'Brien. Mais surtout, au-delà de tout ça, de la bonne humeur, tellement de bonne humeur, ce film dégage une joie incroyable. Mais voilà, alors qu'on pourrait attendre de ce film qu'une succession de chansons rigolotes sur fond de références bis, un message semble se dessiner tout au long du film. Récapitulons. On a un couple vivant dans une Amérique aux mœurs complètement coincées, qui se retrouve confronté à toute une bande de personnages sexuellement libérés au look absolument pas conventionnel, et qui vont d'ailleurs permettre à nos héros d'entrevoir une nouvelle dimension au plaisir physique. Je vais essayer de pas trop m'éparpiller
et d'aborder les points qui appuieront mon interprétation. Comme je l'ai dit plus tôt, le film nous présente une Amérique qui s'embourbe dans une forme de traditionnalisme et qui est très mal en point. Lors du mariage en début de film, on trouve une référence au tableau American Gothic de Grant Wood, qui est reproduit à l'identique. Ce tableau, qui représente un fermier américain et sa fille posant devant leur maison, a été considéré par beaucoup de critiques comme une satire de l'Amérique profonde. Il faut savoir que Grant Wood a nié cette interprétation en affirmant qu'il a juste voulu représenter l'Amérique profonde du Midwest sans y porter le moindre jugement. Ici, je ne pourrais pas affirmer que le film utilise cette imagerie dans un but satirique, même si c'est ce que je pense personnellement. Dans tous les cas, ce tableau est un symbole majeur de l'art pictural américain et il est indéniable que de le référencer ici permet d'ancrer l'histoire dans un contexte purement américain. Donc, dans cette Amérique profonde, on comprend avec cette demande en mariage d'une niaiserie à toute épreuve que nos protagonistes sont arrangés dans la catégorie très prestigieuse des coincés du cul. Une fois que nos deux fiancés sont sur la route, on peut entendre à la radio le discours de Nixon suite au scandale du Watergate. Alors, pour résumer l'histoire, dans la nuit du 17 juin 1972 à Washington, 5 cambrioleurs sont arrêtés dans la tour Watergate, et plus précisément dans les locaux du siège du Parti démocrate américain. Une enquête a révélé que ces hommes étaient au service de l'administration de Nixon, président des États-Unis à ce moment-là, et qu'il s'agissait d'une tentative d'espionner le Parti démocrate en période de campagne électorale. Cette affaire a fait l'objet d'un véritable scandale, car ça a révélé au grand jour des pratiques du gouvernement absolument contraires aux valeurs du pays. Le discours qu'on entend dans le film est le discours prononcé par Nixon après ce scandale pour annoncer sa démission. On est donc à un moment où le pays va très mal, avec un chef d'État qui abandonne son poste, dans un contexte culturel et social plus prude que jamais. Bref, on a donc un contexte géographique avec les références picturales, un contexte des mœurs avec cette demande en mariage, et enfin un contexte politique avec ce discours en fond. Pour résumer, c'est la merde. Et alors que nos personnages mettent les pieds dans la maison, après que le film ait fait un constat sur la situation actuelle du pays, on nous invite à revenir en arrière, à remonter le temps avec la première chanson qui est chantée, Let's Do the Time Warp Again. Et c'est à partir de ce moment-là que le film devient incroyablement survolté. Pour l'anecdote d'ailleurs, à la base, le film devait être en noir et blanc jusqu'au moment où il pénètre dans la maison, un peu à la manière du Magicien d'Oz. La chanson est chantée par des personnages qui respirent une culture bis antérieure. Ensuite, on découvre le personnage de Frank-N-Furter, campé par un Tim Curry impérial, qui prône la tolérance en incitant à ne pas se fier à la couverture d'un livre, et qui revendique son amour pour les plaisirs charnels. Nos héros se font berner par Frank, se laissent tenter, et ils y prennent goût. À ce stade-là, la morale du film transparaît déjà, mais elle va littéralement exploser lors d'un show final, au pied d'une réplique de la tour RKO, où se fera entendre la chanson « Don't dream it, be it ». Arrive ce moment où Frank-N-Furter se retrouve traqué par ses serviteurs, qui se révèlent à nous comme les représentants de l'autorité sur leur planète. Ouais, je vous ai pas dit, mais tous les personnages qui se trouvent dans la maison, à l'exception de nos deux héros, Columbia, Eddie et son oncle, sont en fait des extraterrestres de la planète Transylvanie. Niveau mixture d'univers, on est pas mal là. Ses serviteurs lui reprocheront un mode de vie trop extrême, et alors, ils le tueront. On a d'ailleurs un petit rappel du tableau de Grant Wood avec leurs accessoires, histoire de nous faire comprendre qu'ils incarnent le même puritanisme qui sévit chez nous sur Terre. Bref, Rocky, sa créature, décide de porter Frank-N-Furter sur son dos et grimpe alors sur la tour de la RKO. Et ce qui va se passer, là, pour moi, est très important. Riff-Raff et Magenta vont attaquer Rocky, lui tirer dessus jusqu'à ce qu'il s'effondre, et la tour avec lui. Au-delà de la référence évidente à King Kong, c'est l'effondrement de la tour qui rend la séquence importante. Alors, qu'est-ce que la RKO ? La RKO Radio Pictures est une société de production qui a œuvré entre 1928 et 1959. Elle faisait partie des Big Five, les 5 plus grosses sociétés de production américaines de l'époque. Elle a produit quelques chefs-d'œuvre, des films de monstres, et de manière générale pas mal de films de science-fiction ou d'horreur. Exactement ce fond culturel que les personnages passent leur temps à citer et qui va clairement avec leur mode de vie basé sur les libertés des mœurs. Tout simplement parce qu'ils ne parlent que de ça, tout le temps. Montrer la création de Frank-N-Furter, s'effondrer avec la tour qui incarne toute une culture. Pour moi, c'est un aveu d'échec. Le puritanisme a gagné. La dernière scène est encore plus déchirante, présente dans la version anglaise seulement car elle a été supprimée de la version américaine. La chanson Super Hero. On y voit les personnages humains rampant au sol dans une ignorance totale, à dire que tout ce qu'ils savent, c'est qu'ils saignent et qu'ils souffrent. Puis, le narrateur conclut avec ces 4 lignes. Et rampant sur la surface de la Terre, quelques insectes qu'on appelle la race humaine, perdus dans le temps, perdus dans l'espace, et dans leur signification.
Ces personnages, on les a rencontrés heureux et accomplis. Mais ils ont fini par entrevoir une véritable raison de vivre, à savoir être ce qu'ils ont envie d'être et ne pas s'en cacher tout en le rêvant dans son coin. Don't dream it, be it. Puis, tout s'effondre et nos personnages comprennent qu'ils sont perdus et que quelque part, ils l'ont toujours été. Mais ne s'en sont jamais rendus compte. Ce film n'est pas drôle. Il est terriblement déprimant. Les personnages auxquels on s'attache le plus se font soit tuer ou alors se révèlent être des traîtres. Et pour couronner le tout, nos héros ne trouvent littéralement à la fin plus aucune raison d'être. Le film nous laisse clairement comprendre que le monde dans lequel on vit est en train de se casser la gueule et qu'il brise l'individu en le poussant à brider lui-même ses libertés. Merde, mais qu'est-ce que ça veut dire? À quel moment tu prends plaisir à suivre une histoire où les autorités de la censure gagnent à la fin, où tu comprends que tu dois rester dans les clous pour satisfaire l'autre, et où le seul moyen d'être heureux, c'est d'ignorer tout ce qui peut te rendre différent et te laisser disparaître. Disparaître dans la masse où tout le monde se ressemble pour ne pas faire de vagues et choquer personne. T'inquiète pas, pour t'intégrer, tes parents, les enseignants, la culture que tu te tapes depuis tout petit, tout le monde t'aura déjà tout appris. Trouve-toi quelqu'un du sexe opposé, trouve-toi un job, achète une maison, fais des gosses, mais surtout, ne te découvre pas. Ok, alors avant que le générique arrive, on a encore cette dernière réplique. Et notre monde remontera encore le temps. Cette phrase, pour moi, est là pour deux raisons. Ce sont les personnages qui invoquent cette capacité à remonter le temps afin d'annuler les événements du film, mais surtout, cette phrase nous invite, nous, spectateurs, à remonter le temps, à épouser cette culture qui anime tant les Transylvaniens, à une époque où tout était décomplexé, où les relations étaient décomplexées. Car ceux qui ont grandi avec ce cinéma bis des années 40-50 ont vécu leurs années de jeunes adultes dans les années 60, en pleine explosion du mouvement hippie. Et au-delà des messages diffusés au bulldozer, il y a d'autres éléments qui nous invitent à accepter la différence de l'autre, comme lorsque le film s'ouvre sur les lèvres pulpeuses de Magenta, mais avec la voix de Riff Raff. Il faut savoir qu'au fil du temps, la communauté LGBT a fait de ce film l'un de ses porte-étendards, car beaucoup de ses membres se sont reconnus dans des idées véhiculées par le film, comme la libération sexuelle ou même le concept d'androgynie. N'étant pas le mieux placé pour en parler, j'ai préféré ne pas m'étendre sur le sujet au cours de mon analyse, afin de ne pas faire d'erreur. Quelque part, ce film est ce qu'il représente, parce que malgré les apparences, il joue sur différents niveaux de subtilité pour véhiculer son propos. Je pense qu'on l'a compris, c'est un film militant. Et ça... Est-ce que ce serait pas la meilleure façon de recevoir le film et faire revivre cet esprit militant? Partout dans le monde aujourd'hui, à chaque séance, le film fait salle comble, avec un public toujours aussi actif et avec toujours autant d'entrain. Richard O'Brien et Jim Sharman, après avoir vu le film se taper un beat gigantesque, est-ce qu'ils auraient pu imaginer que 45 ans plus tard, dans les cinémas du monde entier, toutes les semaines, le film aurait toujours autant de succès? On parle d'un midnight movie, un film dédié à un public de niche, et je vous vois venir ceux qui pensent que je me prends la tête pour rien et que The Rocky Horror Picture Show n'en vaut pas la peine. Mais n'oublions pas que l'équipe du film n'a pas hésité à se mettre à dos sa communauté de fans en créant la suite, Chuck Treatment, une satire qui reprend quelques personnages seulement, mais ne fait aucune mention de l'histoire du premier film, et joue sur un registre complètement différent afin de dénoncer le monde de la télévision. Prendre autant de risques, est-ce que ça témoignerait pas d'un engagement exacerbé ? Après, je reste sur mes positions. Ce film est d'une tristesse infinie. Mais ce phénomène qu'il a engendré, cette passion qu'il a générée à travers le monde, pour moi, c'est plus réconfortant que n'importe quel happy end. Alors, voyez-le, encore et encore, c'est un véritable plaidoyer contre le conformisme. Et comme le dit Richard O'Brien, il nous invite à perdre le sens de la norme. Pour ma part, je sais que ma dernière séance n'est pas prête d'arriver, et qu'il y en aura encore beaucoup d'autres. Parce que quand on y réfléchit, voir toutes ces scènes se produire en boucle dans des salles de ciné du monde entier, est-ce que ce serait pas ça,
remonter le temps. Achète une maison, fais des gosses, mais surtout, ne te découvre pas. Non, parce qu'en fait, je voulais dire ne te découvre pas pour qu'il y ait un double sens. Pour que toi, tu te découvres pas. Tu comprends? En gros, ne te découvre pas, ça veut dire n'apprends pas à te connaître et que tu te découvres pas auprès des autres. Mais ça veut aussi dire ne te découvre pas. Ah oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Non? Non.